Le beau gosse que vous voyez à l'écran, c'est un mec qui souffre de dépression, qui souffre d'anxiété et de troubles paniques. Et je trouve ça hyper intéressant justement qu'il en parle, parce que quand on le voit, on a du mal à imaginer que ce gars-là pourrait être mal dans sa peau. Donc on va étudier un petit peu ça, c'est parti. My name is Alex Eubank. I'm a fitness Christian content creator, mainly fitness, mainly in the fitness industry. I'd humbly like to say, I guess I'm one of the more trending fitness influencers in the industry at the moment, or at least over the last year and a half or so. And I grew up as an only child. I was really, different from a lot of the kids that grew up around me. I had to go through a really, really difficult divorce growing up. It was really ugly. Premier mot-clé, divorce. Back and forth. It just wasn't healthy for a kid, especially like me. It gave me a lot of issues when it came to abandonment, to anxiety, depression, just insecurity, not being confident in myself, as well as anger issues I have to struggle in dealing with. Donc là, Alex Eubanks, il est en train de dire que, selon lui, l'une des causes de son anxiété, c'est le divorce de ses parents. En tout cas, ce serait apparu à peu près à ce moment-là. C'est pas étonnant, aujourd'hui, on a de plus en plus de recul sur les effets du divorce chez des gamins une fois parvenus à l'âge adulte. Et effectivement, il y a plus d'anxiété, il y a plus de divorce, il y a plus de maladies mentales ou de maladies physiologiques, des maladies chroniques, il y a plus de probabilité de souffrir d'1 milliard de pathologies. 1 milliard, j'exagère un peu, mais de souffrir d'un grand nombre de pathologies. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est avéré. Et à mesure qu'on va avancer dans le temps, on aura de plus en plus d'études longitudinales qui montreront que, oui, les gamins qui ont vécu un divorce, ils ont plus de probabilité de souffrir de pas mal de pathologies des années plus tard. Ce qui semblait être stable et solide, à savoir la famille, en fait, on ne pouvait pas se reposer dessus. À tout moment, ça pouvait exploser. Quelle est la chose la plus sûre et la plus certaine pour un enfant? C'est la famille. C'est l'idée que papa, maman seront toujours ensemble, ils vont s'aimer jusqu'au bout, je peux compter sur eux quoi qu'il arrive. Quand on est un enfant, quand on est tout petit, la famille, c'est ton socle. C'est tout ce qu'il y a de plus stable, de plus solide. Et c'est pour ça qu'un enfant peut s'épanouir. Et un jour, on lui dit, mais en fait, tout ça, c'était une blague. Tout ce en quoi tu as mis ta confiance, en fait, ça n'existe pas. C'était une blague. On était amoureux, non, en fait, on l'est plus. C'est fini, la famille. Maintenant, c'est papa là, maman, elle est là. Et puis, tu auras 2 papas, tu auras 3 mamans, tu auras ci, tu auras ça. Ça fait qu'en fait, le gamin, la chose dans laquelle il avait mis le plus de confiance, en fait, cette chose-là, il se rend compte qu'elle est instable, qu'elle n'existe pas. C'est de la poudre de Perlimpinpin. Donc, pour moi, l'une des explications et l'une de mes hypothèses les plus vraisemblables pour expliquer la montée de la dépression aujourd'hui en France et de l'anxiété qui est fortement liée avec la dépression, hein, ça crée un cercle vicieux, les deux, on en reparlera après, je pense. Pour moi, c'est clairement lié au manque de perception de soutien social. Et le soutien social, ça commence par la famille. Si la chose en laquelle je croyais le plus quand j'étais gamin, si la chose qui semblait être le plus stable dans le temps et le plus solide a réussi à voler en éclats, alors qu'est-ce qui ne volera pas en éclats? Qu'est-ce qui restera stable dans le temps? Qu'est-ce qui est certain finalement? Et c'est un message très fort qui est envoyé dans la tête du gamin. C'est le chaos, c'est l'incertitude. Rien ne peut rester solide puisque même papa et maman n'ont pas réussi à rester solides. Même ta famille n'a pas réussi à rester solide. When I started high school, I was very introverted. I had a lot of friends, but I had no true friend groups. I kind of hopped from different friend groups, and I never got along completely with one group. I didn't smoke or drink in high school or party, and I just didn't fit in perfectly. I had my own little niche of going to the gym all the time and then playing a lot of video games. That was like my thing. That's all I really. Là, c'est intéressant parce que donc il nous explique son enfance et clairement c'était un gamin qui passait pas mal de temps seul, qui était introverti, qui jouait aux jeux vidéo, qui faisait pas ce que font habituellement les jeunes, à sortir en soirée, boire, etc. Et il y a une chose que je voudrais nommer ici, c'est l'idée que faut pas croire que il y a une scission parfaite entre votre personnalité et les pathologies mentales que vous pouvez développer. Je m'explique. La différence qui existe entre la personnalité et la maladie mentale, finalement, elle n'est pas si nette que ça dans tous les cas, à tous les niveaux. C'est beaucoup plus difficile d'être en dépression et
anxieux lorsqu'on est un extraverti qui sort beaucoup, qui rencontre beaucoup de monde, qui vit plein d'expériences nouvelles, etc. C'est beaucoup plus facile de développer de la dépression et de l'anxiété lorsqu'on est introverti. Pourquoi? Parce que on voit moins de monde, on est plus souvent seul, donc on est plus souvent enfermé dans son propre langage intérieur à ruminer, à répéter des phrases. On vit moins d'expériences nouvelles en tant qu'introverti par rapport à un extraverti. Par définition, l'extraverti a besoin de plus de dopamine, a besoin de plus d'aventure, a besoin de plus de nouveautés. Et on rencontre moins de monde. Et lorsqu'on est entouré de monde, c'est déjà un peu plus difficile, effectivement, d'être en dépression. Donc, là où je veux en venir, c'est que finalement, on pourrait presque prédire, dans pas mal de cas de figure, si tel ou tel gamin va plus tard à l'âge adulte tomber en dépression ou développer des troubles anxieux. Pourquoi? Parce qu'il aura une personnalité qui favorise ça. On ne chope pas une dépression ou un trouble anxieux de la même manière qu'on chope un rhume. C'est quelque chose que je creuse de plus en plus. On en fera une vidéo sérieuse, je pense, un jour. Cette idée qu'il n'y aurait pas forcément une distinction nette entre votre personnalité et le trouble clinique. J'en veux pour preuve, par exemple, ce qu'on appelle la personnalité schizoïde. La personnalité schizoïde, c'est une personnalité introvertie, assez paranoïaque et très imaginative, remplie de bourrée de créativité, assez originale. Ces gens-là ont plus de probabilité de développer une schizophrénie, c'est-à-dire de décompenser sur quelque chose de pathologique qui serait de la schizophrénie. La personnalité schizoïde, c'est pas pathologique. C'est encore considéré comme un état normal. Mais c'est une personnalité qui a plus de risques de développer la schizophrénie. Et on en reparlera tout ça. Voilà, on ne va pas trop développer là aujourd'hui. Je vous coupe au milieu de la vidéo juste pour vous dire, si vous êtes intéressé à l'idée d'apprendre comment rendre une femme accro à vous, je vous mets en lien gratuitement mes meilleures leçons pour rendre une femme amoureuse. Il y en a 7 et vous recevez immédiatement la première par email. C'est des sujets un petit peu olé olé, des choses que je ne peux pas aborder sur YouTube, clairement pas. Et pourtant, c'est mon meilleur contenu. Donc, a priori, si vous aimez la séduction et les femmes, ça vous plaira. And then when I was 16, I started talking to my first little like high school sweetheart girl. I'm going through this quick because if you guys already watched the first video, you guys already probably know about this. And I talked to a girl when I was 16. It was the first girl I started to like a lot, and she actually passed away, which was really hard on me. You know, imagine being 16 and you find your first little like fling. You know what I mean? You get hype, bro. Like I mean, you're. Bah ouais, le mec, à chaque fois qu'il essaie de s'attacher, finalement, boum, il perd tout ça d'un coup et de manière assez violente. C'est un stress violent. N'oublions pas qu'à 16 ans, le cerveau, il n'a pas fini de maturer. Hein. Donc, ouais, c'est pas anodin. C'est sûr que c'est pas anodin. Head over heels for a chick and then she passes away, right? That hit deep for me, and I developed a lot of anger issues because of that. Because I didn't know why. I just didn't get it. I always felt I was very morally good growing up because I stayed out of a lot of the bad things all the other kids were doing. But it made me very lonely. So after her death is what kind of sparked me to get into the gym, I at least started with calisthenics, like body weight only, because I had such anger. I just didn't know how to get it. La muscu, c'est bien, parce que la muscu, ça augmente la force, et comme on l'avait vu dans la vidéo sur la dépression, j'ai plus de force, donc j'ai plus d'influence sur le monde autour de moi, sur mon environnement. Ça a tendance effectivement à améliorer les symptômes de la dépression. So one of the things I had in high school is I was always in a relationship, and this was because I think of the abandonment issues that I had growing up. Honestly, I always had a spot in my heart that I felt like I couldn't fill, and I needed to fill it with somebody, which is not the way to go about it. So I would get out of a relationship, get right back into a new one, and a lot of these were heartbreaks for me. I would get broken up with because I was a really sweet guy. You know, I was kind of a. Quand un mec en a l'opportunité, effectivement, il va essayer de se mettre constamment avec des nanas. Et surtout un mec comme Alex, c'est-à-dire que pour lui, la seule source d'affection qu'il va pouvoir obtenir, c'est la petite copine. Alors lui, il a de la chance parce que, encore une fois, il est charmant, il est beau gosse, il plaît aux femmes. Ce ne sera pas le cas de tous les mecs en dépression, malheureusement, parce que quand vous êtes en dépression, vous avez moins de confiance en vous, vous êtes bien moins à l'aise socialement. Encore une fois, il y a plus de risques d'anxiété qui sont associés à ça.
Dans le cas d'Alex, je pense que le gars est tellement beau gosse qu'il peut compenser derrière. Je pense que aussi beau gosse qu'il est, dépressif, anxieux, tout ça, ça gênera pas trop les nanas. Et d'ailleurs, si vous souhaitez travailler et booster et optimiser la beauté de votre visage, vous pouvez jeter un coup d'œil. J'ai mis un lien en dessous de cette vidéo. Mais là où je veux en venir, c'est que la seule source d'affection pour beaucoup d'hommes, c'est la petite copine. Et a fortiori pour un homme introverti, qui, comme Alex, n'a pas eu l'habitude d'être entouré de plein de potes, et encore à plus forte raison, pour un mec qui a une famille qui s'est explosée. Alors on suppose qu'il a sa maman qui peut lui donner de l'affection, mais c'est pas la même chose qu'une famille. Donc ce genre de mec, ouais, ils ont besoin d'une petite copine, quoi. Mais le problème, c'est que quand votre seule source d'affection, c'est votre petite copine, généralement, ça dure pas longtemps, ou alors généralement, elle va finir par se foutre de votre gueule, c'est ce qu'il dit j'étais un simp. Il y a effectivement à ce niveau-là une grosse différence entre les hommes et les femmes en termes d'affection reçue. Les femmes reçoivent en moyenne plus d'affection de la part des autres femmes, de la part des autres hommes, de la part même de leurs parents. On donne beaucoup plus d'affection à une petite fille qu'à un petit garçon, ça a toujours été le cas. Ça crée des inégalités et ça crée des hommes qui ont absolument besoin d'une petite copine pour de l'affection. It was so bad. I felt like I couldn't do anything. Like I felt stuck. The derealization would hit out of nowhere. I felt like I had to go to the hospital before from a panic attack. It was just constant states of panic, literally like 24/7 panic, and it was the worst thing to live. And I wanted to take my own life because of it getting so bad. It was getting so bad where I would fantasize literally about like just not being alive because Le gros problème des attaques de panique, c'est ce qu'il est en train de décrire. C'est pas tant l'attaque de panique en soi, c'est-à-dire une attaque de panique, oui, pour vous expliquer, c'est ce que les gens appellent communément une crise d'angoisse. Donc c'est lorsque vous tombez dans un état de panique totale, votre cœur qui bat à 100 à l'heure, vous avez qu'une envie, c'est de fuir, c'est absolument de quitter l'endroit où vous êtes. Vous avez l'impression que vous allez mourir. C'est souvent ce que les gens rapportent, c'est la sensation de mourir, que le cœur va exploser, qu'il y a un problème physiologique ou quoi. Alors, il peut y avoir effectivement un problème physiologique. C'est pour ça que le premier réflexe, si jamais vous avez une attaque de panique ou ce que les gens appellent une crise d'angoisse, c'est d'aller aux urgences, c'est de vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche au niveau physiologique. Et une fois qu'on a mis cette hypothèse de côté, alors là, on peut se pencher sur une hypothèse plus psycho, ce qui est probablement le cas d'Alex, hein. Très probablement d'ailleurs. Maintenant, quand on a eu une attaque de panique, peu importe la cause, les gens peuvent commencer à anticiper et à se créer une véritable phobie à l'idée de refaire une attaque de panique ou une crise d'angoisse. Oui. Et lorsque il y a cette obsession qui s'installe, de se dire « Putain, merde, faut surtout pas que ça m'arrive à nouveau, je veux pas que ça m'arrive, surtout pas devant des gens, surtout pas au volant de la voiture, surtout pas dans un ascenseur quand je suis coincé, quand je suis fermé, il faut absolument que j'ai une issue de secours, une porte de sortie ». Alors à ce moment-là, on parle de trouble panique. C'est-à-dire il y a un véritable trouble autour de cette peur, de cette obsession de ravoir une attaque de panique. Et c'est un problème parce que du coup, ça va affecter tout votre quotidien, ça va affecter les habitudes, le travail, ça va affecter votre vie amoureuse. Et comme il le décrit là d'ailleurs, finalement l'environnement va s'atrophier de plus en plus, hein. Il va de moins en moins oser sortir, il va moins oser prendre sa voiture, il va peut-être pas oser aller à la salle de muscu parce qu'il va se dire ça se trouve, imagine ça m'arrive devant tout le monde et je peux pas sortir de la salle, etc. Et donc c'est ça le véritable cercle vicieux, c'est de moins oser sortir, mais en osant moins sortir, finalement on remine de plus en plus, on pense de plus en plus à la prochaine attaque qui pourrait advenir, et ça crée un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Si jamais ça vous arrive, il faut absolument aller voir un psychologue spécialisé dans les TCC parce qu'il va vous aider justement à faire en sorte de ne pas laisser s'installer tous ces schémas cognitifs qui non seulement vont vous pourrir la vie, clairement, et en plus de ça, vont favoriser l'émergence d'attaques de panique. Il vaut mieux au contraire de déjà aller voir un psy, mais aussi se dire, ok, si ça m'arrive, ça m'arrive, et puis je passerai la vague. Je crois qu'il le dit dans une de ses vidéos, il dit, quand ça m'arrive, j'ai l'habitude de laisser la vague couler. Boum, ça vient, ça passe. Puis au pire des cas, oui, les gens ils m'ont vu comme ça, mais bon, c'est pas la fin du monde. Au moins, j'ai rien de grave, c'est pas quelque chose qui va me tuer. All right, so this is a TikTok I made. I used to record myself
my voice memos, I used to record myself when I had really bad anxiety, because I felt like I had no one to talk to ever. I felt very lonely. I had nobody. I was introverted. I had no friends, and I didn't want to tell my family at all. So I had nobody. So I just talked to my phone. That's why I have so many voice recordings. But these are the ones that got really bad, and I haven't listened to these in at least over a year. So I always hate listening to these, but this is just a quick little thing. Suicidal thoughts can replace sometimes. I feel lonely. It's so bad. I just broke down crying. I don't know what the fuck is wrong with me. Like I was gonna, like I wanted to die. Like I just, I'm gonna cry. So scared. You want to make 2020. Bon, c'est émouvant. C'est émouvant. Et en fait, c'est très bien ce qu'il est en train de faire. Enfin, ce qu'il faisait en 2018. Hein. Donc, il s'enregistrait sur son téléphone. Il dit parce qu'il avait personne avec qui parler. Et c'est pas idiot comme stratégie de coping. Le fait de tenir un journal de bord audio, verbal, comme ça, c'est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque vous vous parlez à vous-même, bah, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de parler à un pote d'une certaine manière, vous êtes en train de rentrer dans un état social. Là, moi, je suis tout seul, là, mais je suis dans un état social, parce que je suis en train de m'adresser à vous. Donc le fait d'être dans un état social, bah, c'est un petit peu comme si déjà on sortait de la solitude, et surtout, c'est un petit peu comme si on rationalisait son problème. Le fait de parler, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Je veux dire, il n'y a pas de réflexion sans discussion. C'est-à-dire que les mots amènent la réflexion. C'est le discours qui fait raisonner. C'est pour ça que parler lorsqu'on a un problème, se parler à soi-même, c'est extrêmement sain. Il y a des études d'ailleurs qui montrent que les personnes qui ont tendance à se parler à eux-mêmes ont moins de probabilité de développer maladie d'Alzheimer et aussi dépression d'ailleurs. Hein. Donc c'est très très bon, c'est un très bon réflexe de se parler à soi-même. Et ça permet du coup aussi, comme vous êtes dans un mode social, et que vous êtes en train de raisonner, bah, du coup, vous êtes beaucoup plus rationnel. Vous apprenez à rationaliser vos problèmes, vos émotions, vos pensées, vos ruminations. Si vous êtes dans un état social, vous n'allez pas commencer à répéter 15 fois la même chose quand vous vous adressez à quelqu'un. Or, quand vous êtes tout seul, assis dans votre canapé en train de comater, là, vous répétez 15 fois la même chose dans votre tête. Vous ne vous en rendez même pas compte, vous n'avez même plus conscience. Mais là, quand vous êtes en train de parler dans votre dictaphone, en train de faire ce que fait Alex, vous reprenez le contrôle, vous régulez les pensées à ce moment-là. Encore une troisième raison positive de faire ça. Une autre raison, c'est que si vous faites des audios comme ça tous les jours, ou un journal de bord à l'écrit, ça peut se faire à l'oral, à l'écrit, peu importe, hein, c'est ce qui arrange les gens, ben, il y a cette notion de progression, il y a cette notion de on travaille sur le temps long. Et il y a cette notion aussi, j'ai envie de dire, d'état d'esprit de construction. En anglais, on appelle ça le growth mindset. C'est quand on est en train de se dire, c'est quand on se projette sur l'avenir en disant « je suis en train de me construire, je suis en train de progresser, chaque jour c'est un peu mieux ». C'est beaucoup plus facile d'avoir cette vision optimiste si chaque jour on fait le point sur ce qui s'est passé la veille. Ok, hier on a fait ci, aujourd'hui on fait ça. Vous voyez, on est dans une approche beaucoup plus productive. Si vous faites le point à la fin de chaque journée en vous disant « ok, aujourd'hui j'ai ressenti telle et telle émotion, j'ai eu ça aujourd'hui, etc. » Si ça se trouve, il va identifier un déclencheur qui survient à chaque fois. C'est toujours le même déclencheur. Donc ça peut être le pre-workout avant d'aller à la muscu. Ça peut être un stress qui est infligé au corps. Et les stress, on en avait parlé dans la grosse vidéo sur la dépression que je vous invite vraiment à aller voir. On avait dit que les stress, c'est un terme qui est vraiment très global. Ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être un stress physiologique. Ça peut être une maladie, un rhume, une infection, etc. Donc une inflammation. Mais ça peut aussi être un stress psychologique, un événement négatif qui survient dans votre propre vie, peu importe. Mais le fait d'identifier un déclencheur récurrent qui à chaque fois provoque une attaque de panique, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Et parce que derrière, bah, du coup, on peut contrôler le déclencheur. Mais le déclencheur, ça peut aussi être une vidéo YouTube. Il l'a dit, non, il le dit après, je crois, quand il parle des attaques de panique, il dit qu'il pouvait regarder un film. Et ce film-là pouvait parfois déclencher une attaque de panique sans qu'il y ait aucun lien avec quoi que ce soit. Mais ça ne sort pas, ça ne tombe pas du ciel. Il y a un déclencheur et ce déclencheur doit rappeler quelque chose, un événement stressant, peu importe. Et dans ces cas-là, il va falloir apprendre à maîtriser ce déclencheur-là. Et le fait d'écrire, le fait de faire le point après un événement stressant, bah, ça permet d'identifier plus facilement les déclencheurs. So honestly, what started the whole faith thing was I had nothing. The worship music, I started listening to a radio station. It was called like Shine FM or something. And
and they started playing a lot of worship music, and the words they would say was what my heart wanted to say, kind of to crying out to God, I guess, and I couldn't say it myself. So I would play those songs and sing them. I have my guitar. I think I have a singing clip of it actually. Yeah. Yeah, so I would sing these songs on my guitar, and I would feel the presence of something, and that presence was God. Like, genuinely was God, and it was such a pouring emotion of like, just like, I'm gonna cry even thinking about it, because I can remember when I first felt it. I had my first experience, and it was just this hour. It was just so much love and joy. It was like being hugged, like the biggest hug in your life, bro. And like, I would. Alors là, il parle de religion et je trouve ça important d'en parler. Lui, c'est un YouTuber qui est quand même assez connu comme étant, comme ça, voilà, il s'affiche comme étant chrétien, catholique, et c'est quelque chose de très important pour lui. Donc ça aurait pas été honnête de ma part de ne pas parler de ça. Et il faut en parler parce que c'est un sujet important. La première chose, c'est que effectivement, bah, les gens qui croient en Dieu, pour eux, la religion, c'est quand même un superbe anxiolytique. La première chose qu'il faut dire, c'est que, bah oui, la foi, c'est un superbe anxiolytique. La foi, c'est un excellent anxiolytique face à la mort. C'est une stratégie de coping qui a été étudiée dans la littérature scientifique comme étant assez efficace, pas hyper efficace, mais assez efficace de manière modérée pour soigner les dépressions et l'anxiété. Quand on croit en Dieu, effectivement, bah, c'est un peu plus simple de gérer l'anxiété et de gérer la dépression pour plusieurs raisons. La première, c'est une phrase qu'il avait prononcée où il disait je ne peux pas laisser l'anxiété devenir mon Dieu. J'ai Dieu, je ne peux pas laisser l'anxiété, l'attaque de panique devenir mon Dieu, mon big God. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ça, je trouve ça assez intéressant, cette idée que bah, y a quelque chose de plus grand finalement que l'attaque de panique que tu es en train de subir là à ce moment-là. Et je suis pas en train de dire, attention, je suis pas en train de dire il faut croire en Dieu, il faut pas croire en Dieu. J'essaie juste de me mettre à la place d'Alex pour le coup et d'essayer de voir ce qu'il a trouvé dans la religion qui a pu l'aider avec la dépression et l'anxiété. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, c'est, il le dit, je me sentais hugged. Bah oui, quand tu as eu un divorce, quand tu as grandi avec une source d'attachement qui n'était pas solide, qui était instable, effectivement, à un moment, tu as besoin d'une source d'attachement stable, solide. Ça n'a pas été la famille. Peut-être que dans son cas, ce sera la foi et ce sera Dieu. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi à rappeler. Le sentiment de soutien social, dans le cas d'Alex, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc voilà. Et le troisième point que je tenais à dire, c'est que je vous ai parlé de la variable du soutien social. Là, j'ai une autre idée en tête, une autre hypothèse. C'est finalement le manque de sens. Je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, le fait de ne plus croire en Dieu et d'être athée et de ne croire qu'en la science, ça pose un petit problème pour la majorité des gens. C'est que finalement, quel est le sens de la vie? Et pire encore, quel est le sens de la mort? Et quand on est croyant, bah, c'est beaucoup plus facile de donner un sens à la vie, à la mort et à la souffrance. Et à une époque, il y a des centaines d'années, c'était une évidence pour tout le monde. Dès la naissance, on ne se posait pas de questions. Le sens de la vie, c'était Dieu. Voilà. Le sens de la vie, c'était tu es né parce que Dieu en a décidé ainsi, tu dois servir ton Dieu, ne pas le rendre jaloux, et tout au long de la vie, tu dois faire en sorte de rendre ton Dieu fier, jusqu'au jugement dernier, et la mort a un sens puisque tu retournes dans les bras de ton père. Et il y avait peut-être une minorité de gens qui se disaient « Ouais, mais non, peut-être que machin… » Oui, mais bon, c'était une minorité. Mais aujourd'hui, pour la majorité des gens, on ne naît plus avec ce sens de la vie standardisé. Il faut trouver son propre sens de la vie. Et donc, bah, c'est super compliqué pour la majorité des gens. Et c'est pour ça, beaucoup de gens, peut-être, vont mourir sans avoir donné un sens à leur vie ou à leur mort. C'est peut-être cette peur latente qu'il y a au fond de beaucoup de gens qui les fait flipper. Et qui crée un sentiment de dépression. Puisque, il faut bien comprendre que la peur et la dépression s'alimentent l'un l'autre. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a
d'autres alternatives pour trouver un sens à la vie. Il n'y a pas que la religion. Pour beaucoup, ça peut être aussi la famille, le fait de transmettre la vie, de s'assurer une descendance. Ça peut être le fait de laisser une trace intellectuelle sur la planète, par exemple avec un livre ou avec une chaîne YouTube, pourquoi pas. Ça peut aussi être le sentiment de se sentir utile auprès du groupe. Donc le manque de sens à la vie et à la mort, c'est probablement une des causes qui explique la montée de la dépression aujourd'hui en France, enfin dans les pays occidentaux, et de l'anxiété, puisqu'on a retiré à beaucoup de monde cet anxiolytique naturel, si je puis dire, et standardisé qu'on donnait à la majorité des gens, à savoir, tu retournes dans les bras de Dieu à la fin de la vie. C'est réglé, c'est comme ça et pas autrement. Play the words and sing the music. It was. This is gonna be a hard one. This is gonna be a hard one. I can take my gum. Ah, il est ému et on voit que ça l'a vraiment aidé. Pour le coup, ça a été une bonne décision dans sa vie. Et si vous êtes vous aussi concerné par la dépression et l'anxiété, je pense que ça peut être intéressant de regarder des youtubeurs comme lui, des influenceurs, des mecs qu'on estime, des mecs qui sont beaux gosses, des mecs qui ont l'argent, la popularité, et de constater que ces mecs-là peuvent eux aussi avoir les mêmes troubles cliniques que nous tous vivons malheureusement aujourd'hui. Si jamais vous êtes concernés, les gars, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a énormément de monde, de femmes, d'hommes, je dis les gars, mais il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont concernés par ça, y compris et surtout les plus jeunes. Vous n'êtes pas hors norme et c'est pas quelque chose qui va rester forcément, c'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose sur lequel vous avez un contrôle. I would sing the words, and as I would sing them, I would like. Oh man, I would feel Bah ouais, feel home, hein. Bah oui les gars. Et encore une fois, quand t'as pas ta famille, t'as pas le socle auprès de laquelle tu peux revenir. Il te faut une famille, quoi. Il te faut un socle. Il te faut. Bah lui, ça a été la religion. Il y en a pour d'autres, ça sera peut-être le club de boxe. Il y en a pour d'autres, ça sera un groupe d'amis bien soudés. Il y en a pour d'autres, ça sera créer une nouvelle famille. Lui, c'est en l'occurrence, c'est Dieu, c'est la religion. Donc c'est cool hein, s'il a réussi à trouver quelque chose. First time I ever actually traveled for fitness was to South Carolina to see Riser Fit, and I remember the first night in his house, I had the worst panic attack of my life in his basement for hours. I didn't sleep the whole night. Because I was getting out of my comfort zone, but I just would say in my head, the Lord is my shepherd, the Lord is my shepherd. I would say that in my mind as I was freaking out, having a panic attack. And over time, God just allowed me not to be feared from this panic stuff, from the anxiety. I went to Dallas. I hated flying. I never wanted to fly in my life, but I did because of the social media stuff. I was pushing myself out of my comfort zone, which you need to do, because you do not want to ever have your anxiety control your life. Anxiety controlled my life, and that's what led to my depression. And wanted me to off myself. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que, vous voyez à quel point l'anxiété amène à la dépression. Parce qu'en fait, là, ce qu'il dit, c'est que c'est très dur pour lui de sortir de sa zone de confort, aller dans le basement d'un de ses potes, de prendre l'avion. Ça peut paraître pour certains des choses triviales, mais quand on souffre de troubles anxieux comme ça, c'est beaucoup plus difficile. En fait, il a affronté ces anxiétés-là parce qu'il savait que s'il ne faisait rien, la zone de confort allait se réduire de plus en plus. Et quand la zone de confort se réduit parce qu'on a peur de la nouveauté, parce qu'on a peur de sortir, alors dans ces cas-là, c'est là qu'on commence à rentrer dans la dépression. Donc lui, il a cassé le cycle, le cercle vicieux, il l'a cassé, il a affronté ça, il a pris ça en pleine gueule, et c'est comme ça qu'il en est sorti progressivement. Donc c'est important de changer ce qu'il y a dans la tête, mais il faut aussi changer son comportement, il faut changer ses habitudes. But like they'll say stuff like that, you changed my life, and I'm just like, wow, someone, a sinner like me, who was gonna almost end it all for me. God uses the people who are the least deserving. God uses the people you least expect. The people you least expect. Like Moses, I think he had a speech impediment. Like Jesus hung around the tax collectors, prostitutes. Like he hung with the people you would least expect because it's not the healthy you need a doctor but the sick, right? So he would use the people you would least expect to like Paul, like who wrote majority of the New Testament, basically was killing Christians, and Jesus Christ showed him to him, and he saw him where he completely turned his ways. He became one of the best. Like I love him. Like I love reading the New Testament, like Romans and. C'est intéressant parce que
Ce gars, Alex Eubanks, c'est pas un mec très charismatique. Il n'est pas toujours hyper intéressant quand il parle. Mais je dois reconnaître que quand il parle de Dieu, là, il devient beaucoup plus charismatique. Et d'ailleurs, le mot charisme, à la base, ça vient de la religion. Les charismes, c'était des super pouvoirs qui étaient donnés aux, euh, aux prêcheurs, à ceux qui parlaient de Dieu. Et c'est intéressant de voir à quel point il s'exprime bien et il est passionnant quand il parle de la religion. Et son visage s'illumine, il est passionné, clairement. Écoutez, les gars, on va finir là-dessus. Les conseils qu'il donne à la fin sont pas ouf, je trouve, donc je vous épargne ça. Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas exceptionnels. Je pense que les miens étaient meilleurs. Bah d'ailleurs, oui, si ça vous intéresse, je vous mets un lien aussi, donc c'est du contenu gratuit par email où je vous envoie, j'essaie d'envoyer ça une fois par semaine, un email, un contenu sur les anxiétés, sur les dépressions, sur les TDAH, sur la psycho de manière générale, pour vraiment vous aider à mieux gérer tout ça, pour vous donner peut-être des idées, des intuitions sur le sujet. Et lorsque vous inscrivez, c'est bonus, vous recevez immédiatement un email que j'avais rédigé pour aider à être plus concentré lorsqu'on a un trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Et si vous êtes chaud pour optimiser la beauté de votre visage, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est quand même assez important, si ça vous intéresse, je vous mets aussi un lien vers le projet Adonis. Donc c'est une formation complète que j'ai tournée, que j'ai enregistrée pour vous apprendre, vous les hommes, à optimiser la beauté masculine. Donc c'est pas seulement avoir un beau visage, c'est aussi avoir un beau visage masculin. Et c'est une synthèse complète. Il y a littéralement tout ce qu'un homme doit savoir pour développer un plus beau visage.